Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.10. Je suis à la page 412 du livre. Commençons par le numéro 1, où est-ce qu'on a une collision parfaitement inélastique entre deux blocs. Alors, pour trouver la vitesse commune là, après la collision, ben, c'est simplement d'appliquer le concept de conservation de quantité de mouvement. Donc, toute la quantité de mouvement initiale est égale à toute la quantité de mouvement finale. Ici, on est en une seule dimension, on travaille dans la dimension X. Je vais l'écrire pour la première ligne, mais après ça, je vais laisser tomber l'indice X, là, juste parce qu'il n'y a pas vraiment de confusion ici, étant donné qu'il ne se passe rien là, verticalement en Y. Alors, du côté initial, on a deux blocs qui se déplacent, donc on peut écrire ça comme ça, la masse du bloc A fois la vitesse du bloc A plus la masse du bloc B fois vitesse du bloc B. Hein? Étant donné que j'ai deux objets qui se déplacent, il faut que je calcule deux quantités de mouvement. Et la quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ça. Et du côté final, ben là, étant donné que c'est parfaitement inélastique, on sait que les deux blocs vont rester collés ensemble, ils vont fusionner, ils vont se déplacer comme un seul objet, qui a donc une masse égale à la masse totale, l'addition des deux tout simplement, fois la vitesse finale de l'ensemble des deux blocs. Voilà mon équation. Masse du bloc A, c'est 4. Vitesse initiale du bloc A, c'est 2. Masse du bloc B, c'est 2. Vitesse du bloc B, attention, c'est moins 10. Hein, une quantité de mouvement, c'est vectoriel. Donc, si je m'imagine un axe X qui pointe vers la droite, mon bloc A se déplace vers la droite, donc la vitesse est positive, ça va. Mais ça veut aussi dire que ma vitesse vers la gauche, de 10 mètres par seconde, il faut que ce soit moins 10 pour le bloc B si on veut que ça fasse du sens. Là. Masse totale, ben, c'est l'addition de la masse des deux blocs. Donc c'est 4 plus 2 fois la vitesse finale de l'ensemble des deux blocs. Donc, on isole vitesse finale, c'est pas plus compliqué que ça. On trouve moins 2. Ben, moins 2, ça veut dire que, étant donné que dans la réponse, on cherche le module et l'orientation, ben, la réponse va donc être 2 mètres par seconde vers la gauche. Vers la gauche parce que le signe est négatif. Tout simplement. 3.10.2. C'est encore une collision entre deux blocs, mais là, ici, ce n'est pas parfaitement inélastique. On nous dit que les blocs rebondissent l'un sur l'autre. Donc, le départ du problème, c'est exactement la même chose. Somme des quantités de mouvement avant la collision doit être égale à la somme des quantités de mouvement après la collision. Ici, j'ai deux objets qui se déplacent initialement, donc on va écrire ça comme ça. Masse du bloc A fois vitesse du bloc A initial, parce qu'il y a un initial et un final dans ce cas-ci, là, donc il va falloir les différencier. Masse du bloc B fois vitesse du bloc B initial va être égale à masse du bloc A fois vitesse du bloc A final, plus masse du bloc B fois vitesse du bloc B final. Voilà. Encore une fois, on remplace les valeurs. Masse de A, c'est 2. Vitesse initiale de A, c'est 3. Masse de B, c'est 4. Vitesse initiale de B, c'est vers la gauche, donc moins 5, égale. Masse de A, c'est 2. Vitesse finale de A, on nous le dit dans l'énoncé, c'est 6 vers la gauche, donc moins 6. Plus masse de B fois vitesse de B finale, qui est mon inconnu. Donc on isole vitesse finale de B, on trouve moins 0.5. Donc la réponse, module et orientation, c'est 0,5 mètres par seconde vers la gauche. Voilà pour le A. Pour le B, on nous demande la quantité d'énergie cinétique perdue, mais en pourcentage. Fait que première chose qu'on va faire, c'est calculer l'énergie cinétique totale initiale. Donc ça veut dire avant la collision. Mais vu que j'ai deux objets, ben, je vais avoir deux énergies cinétiques à additionner. Hein, l'énergie cinétique du bloc A, qui est une demi masse A, vitesse A initiale au carré, et une demi masse B fois vitesse de B initiale au carré. En remplaçant les chiffres, ça donne ceci, une demi fois 2 fois 3 à la 2, plus une demi fois 4 fois 5 à la 2. On fait le calcul, ça donne 59 joules. On va faire la même chose, mais du côté final. Donc, c'est la même équation, mais à la place d'utiliser les vitesses initiales, je vais utiliser les vitesses finales. Donc, ça va être une demi fois 2 fois 6 à la 2, plus une demi fois 4 fois 0.5 à la 2. Le 0.5, c'est celui qu'on a trouvé juste avant. Ça donne 36,5 joules.
Donc, vous voyez bien qu'on a effectivement perdu de l'énergie. Ce que je vais calculer, c'est le pourcentage. Donc, le pourcentage d'énergie cinétique perdue, je vais l'écrire comme ça, il n'y a pas vraiment de notation pour ça, là. On commence par faire la différence des énergies cinétiques. Hein. Au début, j'avais 59, mais j'ai perdu 36,5. Donc ça me donne juste en valeur absolue, là, c'est quoi la quantité d'énergie que j'ai perdue. Mais vu que je veux un pourcentage, il faut que je fasse un rapport entre la différence et ce que j'avais au début. Au début, j'avais 59. Fait qu'en faisant ce calcul-là, ça va me donner un ratio. La quantité d'énergie qui a été perdue par rapport à ce que j'ai initialement. Et ça, on peut la donner en pourcentage. Ça donne 38,1%. Numéro 3. OK. Numéro 3, on reprend la situation du numéro 2, mais là, on nous dit, on met un peu de colle. Donc, si on met de la colle, ça veut dire que les deux blocs vont fusionner lors de la collision. Donc, on va reprendre la même logique. Donc, on applique la conservation de la quantité de mouvement. Initial, j'ai MAVA initial plus MBVB initial. Et du côté final, ben là, on a de la colle. Fait que ça veut dire que les deux blocs vont rester ensemble après la collision. Ça, c'est une collision parfaitement inélastique. Donc, ils fusionnent. Fait qu'à la fin, j'ai un seul objet qui se déplace. La masse de l'objet qui se déplace, ben, c'est la masse totale, l'addition des deux, fois vitesse finale de l'ensemble des deux. OK? Fait qu'on remplace les chiffres. 2 fois 3, plus 4 fois moins 5. Là, je ne réexpliquerai pas, c'est la même chose. Hein? Masse totale, 2 plus 4, fois vitesse finale. On isole vitesse finale. Ça donne moins 2,333 là. Donc, si on veut module et orientation, ça serait 2,333 mètres par seconde vers la gauche. Voilà. Et, bon, on reprend le problème précédent. Donc, il faut faire la même chose avec l'énergie cinétique. Donc, K initial, là, 1/2 masse de A fois vitesse initiale de A au carré, plus 1/2 masse de B fois vitesse de B initiale carré. Bon, je ne le recalculerai pas, mais il n'y a rien qui a changé ici. Là. Fait que je peux directement dire, ben, c'est encore 59 joules. Là. Hein, on s'entend, ça va changer le après la collision, mais ça ne changera pas le avant la collision. Okay, donc, même chose. L'énergie cinétique finale maintenant. Bon, là, j'ai un seul objet qui se déplace, donc j'ai un seul morceau à calculer. 1/2 fois la masse totale fois la vitesse finale de l'ensemble des deux blocs, qui est le 2,333 que j'ai calculé. Donc, 1/2 fois la masse totale qui vaut 2 plus 4, donc 6, fois vitesse finale de 2,333 carré. Ça donne 16,33 joules. Bon, fait que vous voyez qu'essentiellement, la grosse différence, c'est qu'on a perdu encore plus d'énergie cinétique. Pourcentage d'énergie cinétique perdue dans ce cas-ci, quand c'est parfaitement inélastique, ben on fait 59 moins 16,33 divisé par ce que j'avais au début, ça me donne 72,3% d'énergie cinétique perdue. C'est beaucoup plus. Numéro 4. OK, on a une carabine à injection de 3 kg qui est initialement immobile et qui expulse une fléchette de 30 grammes à 800 mètres par seconde et on cherche la vitesse de recul de cette carabine-là. Okay? Donc, ça, on le traite comme une collision parce que il va y avoir une force très intense entre les deux objets et cette force intense-là, ben, c'est littéralement la même chose qu'une force interne de collision. Okay? Donc, on part avec la même chose. Somme des quantités de mouvement initiales est égale à la somme des quantités de mouvement finales. Initial, j'ai rien qui bouge. La carabine est au repos, la fléchette est au repos. Rien qui bouge. Après la collision, par contre, ben là, les deux objets vont se déplacer. Masse de la carabine fois vitesse de la carabine, plus masse de la fléchette fois vitesse de la fléchette. Masse de la carabine, on a dit 3 kg. Vitesse de la carabine, c'est ce qu'on cherche. Masse de la fléchette,
30 grammes. Attention de transférer ça en kilogrammes. Vitesse finale de la fléchette, on nous dit qu'elle est expulsée à 800 mètres par seconde. Parfait. On isole la vitesse de la carabine. On va obtenir 8. Ben plutôt moins 8 mètres par seconde, mais la question c'est quel est le module de la vitesse. Donc, module de la vitesse, c'est toujours positif. Donc, c'est 8 mètres par seconde. On ne le demandait pas, là, mais ça serait vers la gauche. Hein. C'est une vitesse qui est à contresens de la fléchette. En supposant que la fléchette est orientée vers la droite, évidemment. Voilà pour le A. Pour le B, maintenant, on veut savoir les quantités d'énergie cinétique de la fléchette et de la carabine après la collision. Donc, un coup qui se déplace maintenant. Énergie cinétique de la carabine, ça va donc être une demi masse de la carabine fois vitesse de la carabine. Donc, une demi fois 3 fois 8 à la 2. Ça donne 96 joules. C'est pas beaucoup. Et là, maintenant, on va aller voir l'énergie cinétique de la fléchette. Une demi masse de fléchette fois vitesse finale de fléchette. Une demi fois 30 grammes qu'on met en kilos. Là, c'est la vitesse qui fait qu'on va avoir une très grande énergie cinétique. 9600 joules. Voilà. Numéro 5. Bon, on a un bloc de 2 kg qui se déplace initialement à 4 mètres par seconde sur une surface horizontale rugueuse, donc il y a du frottement. Possède 16 joules d'énergie cinétique et 8 km par seconde de quantité de mouvement. En raison du frottement, il ralentit et s'arrête. Où sont passés, puis là, c'est pas une question de calcul, c'est une question de compréhension, où sont passés son énergie? Bon, mais là, il faut comprendre qu'au début, le bloc avait une énergie cinétique parce qu'il avait une vitesse. Mais plus qu'il y avait du frottement, ben, le frottement a fait un travail non conservatif. Autrement dit, le frottement, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enlève de l'énergie au bloc et ça la dissipe sous forme d'énergie thermique, sous forme de chaleur. Okay? Fait que c'est littéralement ça qui s'est passé. On avait de l'énergie cinétique et elle a été dissipée sous forme de chaleur à cause du frottement. C'est facile à comprendre. Là. Si vous frottez les deux mains ensemble à répétition, ça va devenir chaud. Pourquoi? Ben, c'est le frottement qui fait ça. Donc, le frottement, ça dissipe de l'énergie sous forme de chaleur. Voilà. B. Où est passée sa quantité de mouvement? Bon, là, la quantité de mouvement, il faut plus penser en termes de force, il faut penser en termes de collision, essentiellement. OK? Donc, le bloc, initialement, il y avait une quantité de mouvement parce qu'il avait une vitesse. Mais où est allée cette quantité de mouvement-là? Ben, pensez que c'est une collision. Qu'est-ce qui l'a ralenti? C'est son frottement avec le sol. Le sol, essentiellement, c'est la terre. Fait que c'est comme s'il y avait eu une collision entre le bloc et la terre. Le bloc a transféré la quantité de mouvement à la terre comme si c'était une collision avec comme intermédiaire la force de frottement. Okay? Donc, elle a été transférée à la terre. Voilà. Numéro 11. Change de page, on est rendu à 413. OK, ici, c'est un problème en deux étapes. Parce qu'on a une balle qui arrive avec une certaine vitesse qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs ça le but de l'exercice, c'est de venir trouver la vitesse initiale de la balle qui se déplace vers la droite. OK, fait que là, il faut s'imaginer la situation dans notre tête. On a une balle qui se déplace à très grande vitesse qui va foncer dans le bloc. Ça, c'est une collision, c'est la première étape du problème. Collision. Après la collision, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la collision fait en sorte que la balle aura donné une vitesse au bloc. Et donc, le bloc, étant donné qu'on lui a donné une vitesse, bien, il va se déplacer. Mais il est relié au plafond par une corde. Donc,
il va faire un pendule. Il va faire un certain bout d'arc de cercle, là, comme s'il était un pendule, puis il va se rendre jusqu'à sa hauteur maximale, qui est en pointillé sur le schéma que vous voyez. Donc, c'est 2 étapes, une après l'autre. Première étape, la collision, et après la collision, il y aura une conservation d'énergie quand le bloc va se déplacer pour faire un pendule. Okay? Fait une à fois, on va commencer par voir c'est quoi les mathématiques de la collision entre la balle et le bloc. Collision, ben, on utilise simplement la quantité de mouvement qui est conservée. Avant la collision, j'avais seulement la balle qui avait une vitesse, donc masse, ils appellent ça masse M1 dans l'énoncé, là. Masse M1 fois la vitesse initiale de la balle. J'ai juste ça qui se déplace, fait que j'ai pas besoin d'additionner deux quantités de mouvement. Et après la collision, on nous dit là, que la balle va pénétrer et s'incruster dans le bloc. Autrement dit, c'est une collision parfaitement inélastique, parce que c'est comme si les deux objets fusionnaient là, pendant la collision. Donc après la collision, j'aurai un seul objet qui a une masse égale à la masse totale, de l'addition des deux, masse de la balle plus masse du bloc, fois la vitesse finale de l'ensemble bloc avec la balle à l'intérieur. Donc, je peux remplacer les valeurs que je connais. J'ai encore plusieurs inconnus là. 0.01. La vitesse initiale, c'est ce qu'appelle V sur le schéma, vous le voyez, le petit V. C'est ça qu'on cherche. Masse totale, c'est la masse du bloc de 5 kg plus la balle de 10 grammes. 0.01. Donc, ça donne 5.01 fois vitesse finale. Voilà. Je connais ni la vitesse initiale, je connais ni la vitesse finale. Donc, pour le moment, je vais mettre cette équation-là de côté et je la réutiliserai un peu plus tard. Deuxième étape. Là, on va regarder le pendule qu'on va traiter par conservation d'énergie. Okay? Donc là, il faut bien comprendre que le moment initial de mon problème d'énergie correspond au moment final de ma première étape. Hein, parce que c'est des étapes successives, ça là. Donc, au tout début, j'ai une collision. Et la vitesse finale de ma collision, celle-là ici, va devenir la vitesse initiale pour mon problème d'énergie. OK, hein, on a fait ça plusieurs fois, là. C'est des étapes successives, donc la vitesse finale d'une étape devient la vitesse initiale de l'étape d'après, et ainsi de suite. Okay? Bon, on a ça. Oui, je pense que je vais faire un petit schéma, là. Ce que j'entends par ma position initiale, c'est quand le pendule est vertical, complètement droit. Ça, c'est mon initial. Et que la balle a fini la collision. Donc là, tout ça fait que mon bloc avec la balle va partir vers la droite avec une vitesse initiale que je ne connais pas. Un peu plus tard, mon bloc, là, il monte, hein, parce que c'est un pendule. Il possède toujours la balle à l'intérieur, là. Voilà, comme ça. Ça, c'est mon point final. Donc, on voit que le pendule a monté d'une certaine hauteur. Il s'est déplacé aussi en X. Mais rendu à sa hauteur maximale, on sait que sa vitesse finale, c'est 0. Donc, c'est ça ce que j'entends par mon point initial et final pour mon problème d'énergie. Okay? Donc, vitesse finale, ça va être 0. La hauteur initiale, je vais dire que c'est 0 parce que supposons que je me prends un axe Y comme ça, là, vertical, ben, je peux dire que mon Y égale à 0, il est là. Mon Y final, il va falloir que je réfléchisse un peu par contre. Parce que mon Y final, il est ici, là. Okay? Donc, il faut que je sache de quelle hauteur a monté mon bloc ici. Mais pour faire ça, je vais utiliser la trigonométrie. Je vais me faire un triangle comme ça. Oups, pardon. Dans l'énoncé, regardez votre schéma. On donne la distance X, qui est la distance parcourue par la cale, là, qu'ils appellent. Et ça, on dit que c'est 20 cm. Donc, ça va m'être utile pour mon triangle, parce que si la base du triangle, c'est 20 cm, et que je sais que j'ai un angle θ ici, je vais m'arranger pour trouver θ, pour ensuite savoir à quelle hauteur on est rendu là, au point final. Okay? Et donc, pour faire ça, j'ai besoin de trigonométrie.
je vais utiliser sinus d'un angle. OK? Comment je vais faire? Ben, je sais que le sinus de mon triangle qui est ici en bas, je peux me représenter, je peux faire des triangles semblables, puis c'est ce que je vais faire ici, là. Donc, l'angle θ qui est là et l'angle θ qui est en bas, ce sont deux angles pareils. OK? Et si je fais sinus du θ d'en haut, là, c'est celui d'en haut, en fait, que je veux utiliser. Sinus du θ d'en haut. Voyez-vous que ce qui est opposé à cet angle-là, je pense que je vais le faire en rouge, là. Ce qui est opposé à mon angle θ, c'est mon X qui vaut 20 cm, là. Ça, là, c'est 20 cm. Et l'hypoténuse de mon triangle, ici, c'est ce qui est en bleu. Et l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle grand L dans l'énoncé. C'est la longueur de la corde. C'est 80 cm. OK? Fait que ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que sinus de θ, qui est égal à opposé sur hypoténuse, ben, on a en fait sinus de θ qui est égal à opposé, qui vaut 20 cm. Bon, on peut le laisser en centimètres, c'est pas grave, là. Divisé par l'hypoténuse, qui est 80 cm. Donc, mon θ, si on fait le calcul, ça donne 14,48 degrés. Voilà. OK? Et donc, avec cet angle-là, maintenant, je vais pouvoir trouver la hauteur de mon Y final, mon point final. Okay? Donc, pour faire ça, ben là, on peut faire de la trigonométrie ou on peut... là... Attendez, excusez-moi. Je me suis mêlé. Là. C'est pas nécessairement vrai que mon triangle d'en bas est... Ouais. Oubliez mon triangle d'en bas. OK? On n'en a pas de besoin. Ouais, ça va être un triangle semblable, mais je ne l'utiliserai pas. Je vais juste utiliser le triangle que j'ai commencé à utiliser ici puis que je vous ai montré. OK? Donc, moi, je veux trouver la hauteur finale, mon Y final. Comment je vais faire ça, sachant maintenant que mon angle θ vaut 14,48? Je vais continuer à utiliser mon code de couleur. Ce que je dessine en vert ici, vous voyez que c'est le côté adjacent à mon triangle. Donc, ce qui est en vert là va me permettre de trouver la hauteur. Ça, je vais le faire en jaune, tiens. La hauteur Y finale, c'est ce qui est en jaune ici. Là. C'est ça que je veux. Mais voyez-vous que ce qui est en vert plus ce qui est en jaune, ça représente la longueur totale de ma corde, qui vaut 80 cm. OK? Fait que, regardez bien. Ce que je vais... Ouais, j'essaie de vous le dessiner, mais là, je manque de place. Là. De mon sol jusqu'au plafond, tout ça, là, ce qui est en noir, c'est 80 cm, ça. Parce que c'est la longueur de la corde. Donc, 80 cm doit être égal au morceau en vert plus le morceau en jaune. Mais moi, je veux juste le morceau en jaune. Parce que c'est ça qui me donne le Y final. Okay? Donc, pour faire ça, je vais commencer par trouver que vaut mon morceau en vert. Le morceau en vert, ça vaut 80 cm fois cos de 14,48. Hein? Parce que c'est le côté adjacent à mon angle θ de 14,48. Bon, j'ai pas fait le calcul intermédiaire de cette affaire-là. Donnez-moi 30 secondes, je vais le faire. Donc, 14,48 cosinus fois 80 cm. Ça donne 77,46 cm. Voilà. Fait que là, avec ça, je sais que mon côté en jaune, alors je ne l'écrirai pas en jaune parce que ça va être dur à lire, là. Mais mon côté en jaune, finalement, mon Y final qui reste, c'est mon 80 cm moins mon côté en vert qui est 77,46. Voilà. Qu'est-ce qui me reste, donc? Ben, c'est la différence. C'est 2,541 cm.
Voilà. Bon, c'était un peu mêlant, là, mon explication, je m'en excuse, mais je pense qu'avec les couleurs comme ça, vous devriez y arriver. OK? Donc, ça, c'est mon Y final. Parfait. Maintenant que j'ai mon Y final, je vais pouvoir utiliser ma conservation d'énergie entre le point initial et le point final. Donc, j'ai K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale K final plus U final. Je n'ai pas de U initial parce que mon Y initial vaut 0, fait que j'ai pas de hauteur. Je n'ai pas de K final parce que ma vitesse finale égale à 0. Travail non conservatif. J'en aurais un. Parce que, quand on y pense, il y a deux forces qui agissent sur le bloc. La force gravitationnelle, qui est conservative, donc elle est inclue dans U. Mais j'ai aussi la tension. Sauf que le travail fait par la tension, c'est égal à la tension fois le déplacement fois cos de l'angle entre les deux. Et le cos de l'angle entre la tension et le déplacement, ça va donner 0 parce que l'angle, c'est 90. Pourquoi c'est 90? Je vais leur dessiner ici. Là. Ça, imaginez que c'est ma tension. Puis mon bloc, il est là. Mon bloc, il se déplace comme ça. Là. Hein? C'est un pendule. Donc, il se déplace toujours perpendiculairement à la corde. Fait que l'angle entre la force et le déplacement, c'est 90. Ça veut dire que la tension dans la corde ne fait pas de travail non conservatif. Même si, techniquement, c'est un travail non conservatif, il n'a pas d'impact. Ça va donner 0. Okay? Parce qu'il ne transfère pas d'énergie. Il n'en enlève pas, puis il n'en donne pas non plus. Donc, il me reste KI égale à UF. Voilà, le plus dur est fait. Donc, il me reste 1/2 masse fois vitesse initiale au carré égale à mgy finale. Les masses s'annulent de chaque côté. 1/2 fois vitesse initiale. Là, c'est mon inconnu. Hein? La vitesse en bas, je ne sais pas. 9,8 fois le 2,5 cm qui reste, mais attention, on le met en mètres, 0,02541. Donc, j'isole ma vitesse initiale qui donne 0,7057. Et cette vitesse-là, on n'oublie pas que ça correspond à la vitesse finale de ma première étape. Donc, je reviens avec cette équation-là, là, moi. Donc, 0,01 fois la vitesse égale à 5,01 fois cette vitesse-là, là, qui s'appelait vitesse finale dans ma première étape, mais bon, vous avez compris. Donc, 0,7057. Et donc, la vitesse de la balle au tout début, quand elle est expulsée, vous l'isolez, vous trouvez 353,6 mètres par seconde. Et c'est ma réponse.